Ton sang, rouge sur la ouate blanche, sur les gaz, dans tes veines gonflées, si paresseux, si lourd. Elle ne passera pas la nuit. Pas de fleurs, pas de corbillard. Nous te cacherons dans la terre. Cette boue sur mes mains, cette boue sur nos âmes, c'était à l'avenir du petit garçon sage qui traçait avec candeur des pleins et des déliés. Il ne pouvait pas deviner, il ignorait le poids de sa propre présence. Translucide et blanc, devant la page blanche, il souriait au bel avenir raisonnable. Elle parlait si raisonnablement, comme si elle n'avait pas eu ces gestes frileux, comme si elle n'avait pas marché à petits pas réticents. Elle disait que la misère et l'esclavage, les armées et les guerres, comme aussi les passions déchirantes et les mornes malentendus, ce n'était rien de la sottise, l'insondable sottise des hommes. S'ils avaient seulement voulu, tout aurait pu être autrement. Je m'indignais de leur folie. Je pensais que nous aurions dû nous prendre par la main et parcourir la ville. Elle, trottinant dans ses petits souliers à talonnettes, et moi, la tirant en avant avec ma fougue d'enfant. Nous aurions arrêté les passants sur les places, nous serions entrés dans les cafés et nous aurions harangué les foules. Ça me semblait pas tellement impossible. Dans une rue couverte de Séville, par un matin fiévreux de coup d'État, des gens s'étaient mis brusquement à courir en panique, dociles à la ruée. Papa courait en entraînant Elisabeth et Susan. Elle s'est arrêtée et pour contenir la poussée stupide, elle a étendu ses petits bras. J'étais convaincue que si papa ne l'avait pas empoignée, s'il avait étendu lui aussi ses grands bras d'homme, la foule subjuguée aurait repris son pas tranquille. Mais mon père ne songeait pas à arrêter la marche, aveugle du monde. Il courait avec dignité dans la cohue, et les exhortations ne pouvaient rien contre son pas têtu. Quand j'ai commencé naïvement à l'interroger, il a d'abord souri. Plus tard, il ne souriait plus. Il évoquait, avec une aigre fierté, sa vie de travail et d'abstinence. Il se sentait sur le luxe qui l'entourait des droits, d'autant plus sûr qu'il ne souciait pas d'en jouir. Il travaillait tout le jour, et le soir, il lisait de gros livres en prenant des notes. Il n'aimait pas recevoir. Il ne sortait presque jamais. Il mangeait et buvait avec indifférence. On aurait dit qu'il regardait ses cigares, ses Bourgognes, son Armagnac 1893, comme des distinctions honorifiques nécessaires seulement à la paix de sa conscience. Les nivellements se font toujours par le bas, m'expliquait-il. Tu n'élèveras pas la masse, tu n'aboutiras qu'à supprimer les élites. Sa voix était coupante, sans réplique, mais il y avait au fond de ses yeux une sorte de peur furieuse. Je me taisais, et peu à peu, je pressentais la vérité. Il respirait voluptueusement, comme un encens, l'odeur corrompue du monde. Car ce n'était pas seulement la maison, toute la ville était infestée, toute la terre. Le soir, dans les métros, c'était encore la même angoisse qui me suffoquait. Les hommes avaient posé leurs mains à plat sur leurs genoux. Les yeux des femmes étaient éteints et les secousses de la marche brasaient dans l'air lourd leur sueur et leur peine. Le train traversait un hall de faïence où les affiches multicolores reflétaient le visage quotidien de la terre avec ses salamandres, ses boîtes de foie gras, puis il plongeait dans le tunnel noir. Il me semblait que c'était là tout le destin de cette foule harassée, et mon cœur se serrait. Je songeais à un film que j'avais vu avec mon ami Marcel, une ville enfouie dans les entrailles de la terre, où les hommes se consommaient dans la souffrance et dans la nuit, tandis qu'une race orgueilleuse goûtait sur de blanches terrasses toutes les splendeurs du soleil. L'histoire finissait par une inondation, une révolte, et dans un grand désordre d'alambics brisés par une réconciliation lumineuse. Et je me demandais, pourquoi est-ce que ceux-ci ne se révoltent pas? Souvent le dimanche, j'entraînais Marcel à Aubervilliers, à Pontin. Nous marchions pendant des heures le long des murs désertiques, parmi les gazomètres, les cheminées d'usine, les maisons de briques noircies,
Des vies entières s'écoulaient là. Du matin à soir, le même geste harassant. Un seul dimanche par semaine. Ils ont l'habitude. S'ils avaient l'habitude, c'était bien pire encore. Quand je l'ai prononcé devant elle, le mot de révolution, elle est devenue toute rouge. « Tu n'es qu'un enfant !»« Tu parles sans savoir. » J'ai essayé de discuter, mais elle m'a arrêté, le corps secoué par une passion d'épouvante. C'était insensé de vouloir changer quelque chose au monde, à la vie. Les choses étaient déjà assez déplorables si l'on se gardait d'y toucher. Tout ce que condamnait son cœur et sa raison, elle s'acharnait à le défendre. Mon père, le mariage, le capitalisme, parce que le mal n'était pas dans les institutions, mais au plus profond de nous-mêmes. Il fallait se tapir dans un coin, se faire le plus petit possible, et plutôt que de tenter un effort perverti d'avance, tout accepter. Cette prudence insensée, comme s'il y avait moyen d'échapper. Garder la porte fermée, les lèvres fermées, mais non. Mon silence clame des ordres. Tu ne dis rien, j'y vais. Ou bien, tu ne dis rien, je n'y vais pas. Toute ma présence est parole. Avance donc, avance dans les bouts de la nuit. Décide. J'ai décidé ta mort, et je ne suis pas quitte. Encore, je voudrais crier grâce. Il n'y a pas de grâce. Oh, mal-aimé, si j'avais dévoué plutôt les pièges de la prudence, j'aurais ouvert ma porte. J'aurais ouvert mes bras et mon cœur. Muet, rigide, je ne laisserai pas un doigt pour faire tuer un homme. Et pesant sur la terre de mon poids immobile, tu meurs. D'autres agonisent à petit feu, le corps zébré de coups, la peau collée aux os. 2 millions de prisonniers grelottent derrière les barbelés. La petite Rosa a sauté par la fenêtre. On l'a trouvée dans sa cellule, étranglée avec son caleçon. Insensé. Ils haïssaient cette prudence. Ils levaient la main, ils levaient le bras tout entier. Ils regardaient sa mère avec colère. Nous changerons le monde. Cette imprudence insensée. Il voulait parler, agir. Et voilà Jacques couché sur le banc avec sa chemise couverte et du sang caillé sur son visage. Les yeux fermés. Mais tout semblait si simple. Alors, pauvre bon jeune homme naïf, il levait le poing, il chantait en chœur. Demain, l'international sera le genre humain. Plus de guerre, plus de chômage, plus de travail servile, plus de misère. Mort aux hommes de mauvaise volonté et joie sur la terre. Il pulvérisait en idées le vieux monde et reconstruisait avec les morceaux un univers neuf. Comme un enfant ajuste les pièces d'un jeu de mécano. Ça y est, je me suis inscrit au parti, dis-je avec éclat en entrant dans l'atelier de Marcel. Marcel posa son pinceau et tourna son chevalet. Toutes ces toiles avaient le nez au mur. On n'apercevait jamais que leur dos rêche. Naturellement, dit-il, ça doit finir comme ça. Si nous ne bougeons pas un doigt, crois-tu que le monde changera tout seul, dis-je. Marcel secoua la tête. Il n'a rien à attendre de ce monde-ci. La pâte est mauvaise. J'aime mieux en fabriquer un autre de toutes pièces. Mais le tien n'existe que sur des toiles. Il rit mystérieusement. C'est à voir. Il a vu, mais en ces temps, il était jeune lui aussi, malgré sa défense. Il espérait. Presque chaque jour, je frappais à sa porte. Il m'accueillait tantôt avec gaieté, tantôt avec indifférence. Il m'accueillait. Il aurait dû farouchement fermer sa porte. Il ne savait pas, lui non plus. Ou peut-être savait-il qu'on ne pouvait jamais tenir une porte fermée. J'entrais. Assis, devant une petite table, Jacques travaillait. Il ressemblait à son frère, seulement ses traits étaient tendrement modelés et non pas taillés à la serpe. Marcel posait une bouteille de mauvaise marque sur la table chargée de cactus, de coquillages, de racines de mandragore,
de mosaïques biscornues qu'il s'amusait à fabriquer avec des cailloux, des clous, des allumettes et des bouts de ficelle. Dans un bocal de verre, il y avait un hippocampe, une petite grosse épineuse et noire, supportant une noble tête de cheval. Nous allumions des cigarettes et nous causions. J'aimais causer. Je choisissais avec soin mes paroles. Elle devait conduire Marcel jusqu'à cette terre purifiée vers laquelle je me hâtais. Et c'est Jacques qui les entendait. Il levait la tête. Lutter aux côtés du prolétariat, disait-il. Comment le pourrions-nous? Nous ne sommes pas dans le coup, puisque nous désirons la même chose que lui. Justement non. Un ouvrier désire sa libération. Ce n'est jamais que la libération d'autrui que tu désires. Peu importe, il s'agit d'arriver au même résultat. Mais le résultat ne laisse pas détacher de la lutte qui y conduit. Hegel explique ça si bien. Tu devrais le lire. Je n'ai pas le temps. Il m'agaçait un peu avec ses subtilités philosophiques. Je croyais qu'il parlait seulement, et il était en train de vivre avec passion. Bien sûr, on revendique pour obtenir, disait-il, mais pour obtenir ce qu'on a revendiqué, un bien que je n'ai pas voulu n'est pas mon bien, n'est pas un bien. C'est ce que les fascistes n'arrivent pas à comprendre. J'admire Marx, qu'il demande aux hommes de prendre et non de recevoir. Nous ne sommes pas de ce bord-là, non. On ne peut pas se faire communiste. Alors, qu'avons-nous à faire? Il haussait les épaules avec dépit. Je ne sais pas. Je souriais. Ce n'était encore qu'un écolier. Je n'aurais pas dû sourire. Il savait du moins qu'il occupait une place sur terre et que jamais il ne traverserait l'opacité de sa propre présence. Moi, je ne savais toujours pas. Je n'avais de regard que pour ces horizons futurs, où ne rôderait aucun remords. Et puis, un jour, je me suis vue. Je me suis vue solide, opaque, à cette tête de famille où l'omelette fumait, concentrant toute la lumière sur mon complet bien coupé, sur mes mains soignées. Je me suis vue telle que me voyait Jacques, telle que me voyaient les ouvriers quand je circulais dans les ateliers, telle que j'étais. Le fils Blomard. Sous leur regard stupéfié, quatre paires de yeux, pleins de scandales rivés sur ma joue tuméfiée, je me suis devenu présent soudain, avec évidence. La joue avait encore enflé, au cœur de la matinée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer? Avant de gagner la salle à manger, il se taponna longuement, le visage avec une serviette humide. L'œil était presque fermé. « Bonjour maman, bonjour papa », dit-il d'un air dégagé. Il se pencha pour embrasser ma mère. « Mon Dieu, qu'était-il arrivé ?» dit madame Blomard avec horreur. « Oh, cette figure !» dit Suzon. Il s'assit sans répondre et déplia sa serviette. « Ta mère te demande ce qu'il t'est arrivé, dit monsieur Blomard sèchement. « Oh, ce n'est rien, dit Jean. Il rompit un morceau de pain entre ses doigts. Hier, j'ai été avec des camarades dans un bar à Montmartre et il y a eu une bagarre. »« Quel camarade ?» dit sa mère. Elle avait un peu rossi, comme lorsqu'elle était contrariée. « Marcel et Jacques Ledru, dit Jean. » Il avait peur de rougir, lui aussi. Il n'aimait pas lui mentir. « Ainsi, c'est un coin de poing que tu as ramassé là, dit M. Blomard lentement. Derrière son lorgnon, son œil brillait, perspicace. « Oui, dit-il. » Il passa la main sur son visage gonflé. Le type devait avoir le poing solide, un poing comme une matraque, dit M. Blomard.
Il examina son fils d'un air dur. « Qu'est-ce que tu faisais à minuit ?» Devant Bullier, au milieu d'un tas de forcenés qui braillaient l'Internationale. Le sang monta aux joues de Jean, qui avala péniblement sa salive. Je sortais du meeting. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» dit Madame Blomard. « L'histoire !» dit Monsieur Blomard, d'un ton contenu. « La voilà. Le commissaire de police m'a téléphoné ce matin pour m'aviser que ton fils a manqué être inculpé d'insultes et coups contre un agent de la force publique. Heureusement, Perrin est un brave homme. Il l'a fait relâcher dès qu'il a reconnu mon nom. » Toute une vie de travail et d'honneur, Jean fixait les vénules violettes qui striaient les joues de son père. Des joues d'apoplectique. Le calme de M. Blomard témoignait d'une maîtrise de soi difficilement conquise. Jean avait beau faire, malgré la coupe rose et la barbiche grise, cette vertueuse figure l'intimidait. « Ils nous sont tombés dessus sans provocation, dit-il, sous prétexte qu'on faisait un rassemblement sur la voie publique. Ils nous ont matraqués et emmenés au poste. Je suppose que la police a fait ce qu'elle avait à faire, dit M. Blomard. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment tu te trouvais, toi, dans un meeting communiste. » Il y avait un silence de mort. Jean pétrissait une boulette de pain entre ses doigts. « Vous savez bien que sur ces questions, je n'ai jamais été d'accord avec vous, dit-il. »« Ainsi tu es communiste, dit M. Blomard. »« Oui, dit Jean. »« Jean, dit sa mère d'un ton implorant, on aurait dit qu'elle le suppliait de retirer un propos indécent. » M. Blomard reprit sa respiration d'un geste large. Il montra la table servie. « Mais alors, que fais-tu ici, à la table d'un affreux capitaliste ?» Il considérait Jean en ricanant. Alors, soudain il s'était vu. Il avait regardé avec un peu d'égarement la grande salle à manger, l'armoire pleine d'alcool ancien. L'omelette au fromage, il était là, avec les autres. Il s'était levé, il avait quitté la pièce. Mon appartement, ma maison, un corps humain, ça prend si peu de place, ça remue si peu d'air. C'est monstrueux, cette énorme carapace soufflée autour d'un si modeste animal. Et dans son armoire, tous ses vêtements à l'étoffe choisie, taillés exprès pour lui. Le fils Blomard.